Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la corrosion des métaux au niveau 3e. Le mot corrosion désigne la dégradation d'un matériau, le plus souvent pour des raisons chimiques. Donc par exemple quand vous voyez du fer rouillé, on peut dire qu'il a subi une corrosion. Autre exemple concret de corrosion, ça concerne la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté a été faite en cuivre à la base, et le cuivre c'est orange. Sauf que la Statue de la Liberté maintenant est verte, parce qu'elle a subi une corrosion. Dans cette vidéo, on va distinguer deux cas, la corrosion par le dioxygène et la corrosion par un acide. Il faut savoir que certains métaux, comme le fer ou l'aluminium, peuvent réagir avec le dioxygène présent dans l'air. Il va alors se former un oxyde de fer ou alors un oxyde d'aluminium, si je reprends l'exemple du fer ou de l'aluminium. Alors regardons d'un peu plus près justement l'équation de la réaction entre le fer et le dioxygène, parce qu'il y a des choses à comprendre. 4 atomes de fer réagissent avec 3 molécules de dioxygène et il se forme 2 molécules d'oxyde de fer, Fe2O3. Si on compte les éléments dans les réactifs, c'est-à-dire à gauche de la flèche dans l'équation de la réaction, il y a 4 éléments fer, donc 4 Fe, et 6 éléments oxygène, puisque dans une molécule de dioxygène O2, en fait il y a 2 oxygènes, donc 3 molécules de dioxygène, ça fait 3 fois 2, donc 6 éléments oxygène. Et il se trouve que dans les produits, donc à droite de la flèche de l'équation de la réaction, on retrouve finalement les mêmes éléments. Fe2 et Fe2, ça fait 2 plus 2, donc on retrouve 4 éléments fer, et on a 3 oxygènes plus 3 oxygènes, donc on retrouve les 6 oxygènes de départ. Ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre lors d'une transformation chimique, c'est que les atomes, finalement, ils se sont réorganisés entre eux, mais leur nombre ne change pas entre les réactifs et les produits. Donc la masse n'a aucune raison de changer. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la réaction entre un métal et un acide. Alors moi, je vais justement reprendre l'exemple qu'on a étudié expérimentalement, c'est la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique. Alors l'acide chlorhydrique, sa formule c'est H+, Cl-, et en fait c'est l'ion H+, donc l'ion hydrogène, qui est responsable de l'acidité et qui va nous intéresser dans cette expérience avec le fer. Donc on peut d'ores et déjà écrire nos réactifs dans l'équation de la réaction, donc Fe pour le fer, et je vais mettre 2H+. Alors vous allez rapidement comprendre pourquoi je suis obligé de mettre un coefficient 2 devant l'ion H+. Comme vous avez pu le constater en expérience, lors de la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique, on a observé dans le tube à essai la formation de bulles. Ces bulles, en fait, c'est un gaz qui se forme, et on a attendu qu'il y en ait suffisamment dans le tube à essai avant d'approcher une allumette, car il se trouve que ce gaz est inflammable. Dès qu'on entend ce son caractéristique, c'est le test de caractérisation du dihydrogène de formule H2. Donc l'un des produits obtenus suite à cette réaction chimique entre le fer et les ions H+, c'est le dihydrogène de formule H2. Et là, normalement, vous devriez comprendre pourquoi j'ai été obligé de mettre 2 H+ au départ. Parce qu'en fait, à la fin, dans H2, il y a 2 éléments hydrogène. Par la suite, on a fait des tests de reconnaissance avec la soude et le nitrate d'argent. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les ions. Le test à la soude donne finalement un précipité vert, et ça signifie que l'ion Fe2+, est présent. Donc finalement, les atomes de fer qui étaient présents au départ dans la poudre de fer qu'on a utilisée se sont peu à peu transformés en ion Fe2+. Le test au nitrate d'argent a donné un précipité blanc, ça signifie que l'ion chlorure, Cl-, est toujours là. Donc il était présent au départ dans l'acide chlorhydrique, on le retrouve à la fin, ça signifie qu'il n'a pas participé à la réaction. C'est un ion spectateur, et du coup il ne va pas apparaître dans l'équation de la réaction. Donc au final, l'équation de la réaction, c'est Fe plus 2H+, qui donne Fe2+, plus H2. Là encore, vous pourrez constater qu'il y a les mêmes éléments à gauche et à droite de l'équation. Il y a aussi la même charge électrique, puisque dans 2H+, ça fait au final 2 charges plus, et à droite, dans Fe2+, il y a aussi 2 charges plus. Cette équation, je vous conseille de la retenir, parce qu'elle n'est pas si compliquée que ça à apprendre. Voilà ce que je peux vous dire sur la corrosion des métaux. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les métaux peuvent être attaqués par leur environnement. Donc ça peut être le dioxygène, ça peut être de l'acide, ça peut être les pluies acides, qui sont un phénomène naturel, mais accentué par la pollution humaine. Il faut également comprendre qu'à chaque équation de réaction, en fait, on a des éléments qui se réorganisent entre eux, ce qui forme de nouveaux produits, mais il y a autant d'éléments dans les réactifs et dans les produits. Je vous conseille par ailleurs de bien revoir la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique, en tout cas la démarche. Qu'est-ce qu'on a au départ? Le fer et l'acide chlorhydrique, en d'autres termes, les ions H+. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Donc les ions Fe2+, et le dihydrogène H2, et comment on les a identifiés. Donc le dihydrogène, c'est le test avec l'allumette, qui a donné le pop caractéristique, et pour Fe2+, le test à la soude qui donne un précipité vert. Sachez également que pour protéger les métaux contre la corrosion, il est tout à fait possible d'appliquer une peinture anti-corrosion. L'idée de cette peinture anti-corrosion, c'est d'éviter tout contact direct entre le métal et ce qui va provoquer la corrosion. J'espère avoir été clair et je vous souhaite bon courage pour vos révisions.
Ciao!